Le 13 janvier 2016, au sommaire, les préparatifs des élections communales et communautaires. La question était au cœur de la réunion du comité de suivi de l'accord du 20 août entre l'opposition et la mouvance. Le ministre de la Le 13 janvier 2016, au sommaire, les préparatifs des élections communales et communautaires. La question était au cœur de la réunion du comité de suivi de l'accord du 20 août entre l'opposition et la mouvance. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, sur le site du nouveau marché moderne de Daboundi, Loseni Kavara, exige la construction d'un canal d'évacuation d'eau pour éviter l'inondation en saison de pluie. Vive émotion, douleur et consternation. Notre consoeur, Maria Mekouta Diallo, a rejoint sa dernière demeure ce mercredi. Ses œuvres ont été saluées et magnifiées par ses proches collaborateurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, vient de décerner des satisfecits aux experts de l'équipe médicale chinoise pour leur implication dans l'éradication de l'épidémie d'Ebola. La cérémonie s'est déroulée au palais Sékou Touré, ici à Conakry. La 24e équipe médicale chinoise quitte donc la Guinée après avoir bien rempli sa mission. Suivez le compte rendu de Alcéné Listo Camara. La remise de satisfecit à l'équipe de la 24e mission médicale de la Chine en Guinée. Pour rappel, la mission est arrivée depuis le mois d'août 2014 au pire moment de l'épidémie à virus Ebola. Pendant la dite crise sanitaire, les agents médicaux ont contribué à l'amélioration des capacités d'accueil et de prise en charge des malades. On est très content et très fiers. Encore pour féliciter pour la Guinée, on a déjà convaincu le virus Ebola. Pour le directeur de l'hôpital d'amitié sino-guinéenne, la coopération entre la Chine et la Guinée se passe de commentaires. Notre pays était presque infréquentable. Ceux qui étaient là cherchaient à rentrer chez eux. Nous avons vu beaucoup d'entreprises qui ont fermé des portes et nous avons vu beaucoup de sociétés qui se sont refusées de venir en Guinée en ce moment. Mais malgré tout cela, la coopération chinoise a gardé le cap et les médecins sont venus au mois d'août 2014 pour nous assister. Ils sont venus travailler avec nous à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, nous encourager, nous conseiller, nous former dans les domaines de contrôle et de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ils ont cherché de leurs propres moyens pour trouver des équipements qui peuvent permettre de soigner très bien la population guinéenne. Ils nous ont amené du matériel de soins intensifs, du matériel d'hémodialyse, du matériel de microscopie opératoire, de célioscopie, etc., etc. Satisfait de recevoir la 24e mission médicale chinoise, le président de la République a tout d'abord rappelé les liens de coopération entre les deux pays avant de remercier ses experts chinois. Professeur Alpha Condé promet de les décorer pour les efforts consentis pendant la crise d'Ebola. La Guinée a été le premier pays à rétablir les relations diplomatiques avec la Chine. Depuis cette époque, la Guinée a pu bénéficier de la coopération et du soutien du gouvernement chinois. Notre espoir est que l'hôpital sino-guinéen de Kipé devienne un hôpital de référence afin qu'on ne soit plus obligé d'évacuer nos malades au Maroc et en France qui nous coûtent très cher. C'est avec beaucoup de peine et de regret que nous les voyons partir. Pour le moment, nous n'avons donné que des certificats de satisfaction. Mais j'ai dit au coordinateur de faire la liste de tous les médecins qui se sont dévoués pour la Guinée afin qu'on puisse les décorer. En attendant l'arrivée prochaine de la 25e mission médicale chinoise, la Chine tient toujours à renforcer sa coopération sanitaire avec la Guinée pour l'aider à améliorer ses capacités médicales. Ce grand ami de la Guinée promet aussi à continuer à apporter son soutien au pays dans son programme économique post-Ebola. Audience à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation du PNUD. Il a été question de coopération et du développement durable. Le PNUD promet d'intensifier son appui en direction de la Guinée. On écoute Louis-Marie Borki au micro de notre reporter Hadi Kamara.
L'entrevue a porté essentiellement sur les progrès réalisés par le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers dans le cadre de la lutte contre Ebola, ce qui du coup va permettre de relancer les activités économiques de la Guinée. Nous avons procédé à une future coopération, surtout, et nous avons discuté comment faire venir au monde d'affaires japonais. Monsieur le ministre est économiste tout d'abord, donc je compte beaucoup sur dynamisation de l'échange économique entre la Guinée et le Japon. Quant à l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Guinée, reçue ici à l'audience par le Premier ministre chef du gouvernement, elle a insisté sur la redynamisation de l'axe de coopération entre son pays et la Guinée afin de créer un cadre propice à l'investissement en Guinée. La Grande-Bretagne cherche à étendre et à diversifier les rapports entre notre pays et la Guinée, surtout dans le domaine de l'économie. Dans les 3 grands projets ici en Guinée, il y a Simandou, le GAC, peut-être aussi Swapiti. Bien sûr, nous avons déjà un grand intérêt en Simandou, vu Rio Tinto, c'est une société britannique, mais nous cherchons aussi à voir comment on peut s'intéresser aussi dans les autres projets. Donc pour nous, le secteur minier, c'est très important. Nous avons des sociétés britanniques qui travaillent déjà dans le fer, le bauxite, l'or, les diamants, même le pétrole. Ces 2 diplomates et le Premier ministre Mamadi Youla veulent aller vite sur de nouvelles bases pour consolider davantage les liens d'amitié et de coopération entre nos différents pays. Je vous le disais en titre, le comité de suivi de l'accord politique du 20 août entre la mouvance et l'opposition a tenu ce mercredi une réunion d'évaluation à Conakry, une réunion au cours de laquelle les 2 parties ont parlé des préparatifs des élections communales et communautaires. Synthèse des travaux. Abraham Christophe, Abdoukarim Kamara. Après la présidentielle de 2015, le comité de suivi des accords politiques du 20 août dernier tient sa première réunion. Les représentants de la mouvance et de l'opposition évaluent les avancées et projettent les prochaines joutes électorales. J'ai tenu personnellement à présider ce comité ce matin, puisque c'est la première de 2016, pour donner une impulsion, pour dire surtout à toute la Guinée que les accords politiques qui ont été signés le 20 août doivent être respectés et seront respectés, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ce niveau. Ensuite, le plus important, c'était de continuer la préparation des élections communales, municipales et locales à venir, qui auront lieu au plus tard avant le 30 juin 2016. Au-delà de la question électorale, cette rencontre a permis davantage des discussions sur la situation des manifestants politiques en prison, l'indemnisation des victimes de pillage. Le respect des accords du 20 août était le point nodal des échanges. C'était une réunion qui était prévue depuis décembre 2015. Et comme vous le savez, le comité de suivi avait repris immédiatement ses activités après l'élection présidentielle. Nous avions déjà eu par le passé tiré les leçons de la mise en œuvre de l'accord du 20 août sur chacun de ces aspects. Et la réunion d'aujourd'hui a été encore l'occasion de le rappeler. Et aujourd'hui, surtout, c'était de plancher sur les voies et moyens les plus efficaces pour que cet accord puisse vraiment avoir force de loi. C'est un bon départ en ce début d'année, puisque, comme vous le savez, les élections locales qui viennent sont des élections plus compliquées que la présidentielle, avec des enjeux locaux très importants sur le plan économique, sur le plan social, un nombre de candidats très important. Et donc, il est important que l'ensemble des mesures soient prises par la CENI et les acteurs politiques pour avancer dans ce sens. Désormais, les membres du comité de suivi des accords se retrouveront une fois par semaine. C'est pour permettre aux différents partis de mieux se pencher sur les préparatifs des élections locales. En prélude des élections locales, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a eu des échanges avec ses démembrements. Objectif, identifier les difficultés rencontrées dans l'exécution des opérations électorales pour la réussite des prochaines échéances. Makeme Donzo, son reportage.
La Commission électorale nationale indépendante évalue localement les conduites administratives et techniques de l'élection présidentielle de 2015 et se penche sur les préparatifs des élections locales de 2016. Dans les communes de Ratoma, Dixine et Kaloum par exemple, la CENI et les acteurs locaux échangent sur les cas de ratés enregistrés au cours de l'élection présidentielle du 11 octobre en vue de perfectionner les prochaines consultations locales. Nous sommes venus sur le terrain pour travailler avec les acteurs qui nous ont accompagnés pendant ces élections, les chefs des quartiers, les maires des communes et districts, pour savoir réellement entre les deux élections ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Si vous voulez les points forts ou les points faibles, pour essayer d'améliorer afin que nous puissions travailler pendant les élections locales sans problème et sans qu'il y ait moins de désagréments. Cette rencontre permet au démembrement de la CENI de corriger les erreurs commises par l'institution d'ici les élections prochaines. D'abord, les gens ont parlé des procès-verbaux qui ont été insuffisants. Ensuite, les gens ont parlé aussi des listes d'émargement qui n'étaient pas presque ordonnées, parce qu'ils voulaient que ce soit par ordre alphabétique. Mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, des enveloppes ont manqué aussi par endroit. Donc, enveloppes, liste d'émargement, des trucs comme ça, c'est là où il y a eu des problèmes. Durant une semaine, la CENI et ses démembrements de Conakry vont identifier les difficultés rencontrées dans l'exécution des opérations électorales pour la qualification des élections communales et communautaires. Dans l'actualité encore, l'administration générale de EDG est prête à lutter farouchement contre la fraude pour rendre le service crédible et améliorer les conditions de travail du personnel. Au cours d'une conférence de presse à Conakry, l'administrateur de EDG a souligné que l'accumulation des factures impayées tue la société Nabi Camara. 3 mois après l'installation de la nouvelle équipe, l'administrateur général de l'électricité de Guinée a décidé de rencontrer la presse nationale. C'est pour présenter la situation de ce service public qui se veut efficace pour améliorer ses méthodes de travail et de service. Pour atteindre ces objectifs, l'administrateur général de EDG estime que le concours professionnel de ses agents est indispensable. Nous avons donc commencé une œuvre de redressement avec le soutien actif du gouvernement et l'aide permanente de tous les agents de EDG, qui sont des agents qui sont d'une manière générale bien formés, dévoués, qui veulent que la société joue ce rôle d'entraînement dans le développement de tout le pays. Grâce à leur aide, nous avons entrepris une œuvre de redressement de l'ensemble de la société, dans tous les domaines. Le conférencier a également insisté sur la facturation des clients au compteur à EDG. La première des choses et le premier point que nous visons, c'est que chaque client paye ce qu'il doit et seulement ce qu'il doit. Et pour y arriver, il faut que chaque client soit doté d'un compteur. Nous avons choisi, à la demande d'ailleurs du gouvernement, mais qui rejoignait tout à fait nos propres préoccupations, le compteur à prépaiement, parce que, outre que ce compteur permet à chacun de voir par lui-même ce qu'il consomme et de savoir que ce qu'il paye, c'est ce qu'il doit payer, c'est le meilleur moyen de maîtriser sa consommation. L'administration générale de EDG assure de sa volonté ferme à combattre la fraude. Notre temps fort de cette édition, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire était ce matin sur le chantier du nouveau marché moderne de Dabondi. L'Onceni Camara et les promoteurs du projet ont discuté des mesures à prendre pour éviter l'inondation du site pendant la saison des pluies. Un canal d'évacuation d'eau sera construit dans ce sens. Bernard Nguino sur les pas du ministre. La construction du supermarché moderne de Dabondi suscite beaucoup d'enthousiasme chez les populations de la banlieue. Seul souci, le nouveau centre commercial est bâti sur un site inondable. Pour faire face à la menace, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire rencontre les promoteurs du projet. La construction d'un canal d'évacuation des eaux est envisagée. Nous sommes réunis ce matin sur recommandation du chef de l'État
il a instruit Madame le maire de Matam et le promoteur de prendre rapidement contact avec les départements de la ville et de l'aménagement du territoire et des TP pour les derniers réglages en ce qui concerne l'assainissement. Parce que c'est un gros investissement et que cet investissement soit confronté à des problèmes d'évacuation des déchets liquides et solides ne serait pas une très bonne chose. Cette ceinture d'évacuation devrait mettre le site à l'abri des inondations. L'ouvrage souterrain doit traverser l'autoroute pour s'ouvrir à la mer. L'entreprise en charge du projet et les autorités communales doivent joindre les efforts pour agir vite. Nous avons des problèmes d'évacuation d'eau d'ici là. Nous sommes obligés d'agrandir et d'élargir les caniveaux d'autoroute jusqu'à la mer. Le plus vite possible. D'ici maximum à la fin de 7 mois, on va essayer de commencer à travailler les travaux. On a fait la sensibilisation de ces riverains-là. Bientôt, on va faire le déguerpissement de ces maisons pour faire le bassin. Parce que si on ne fait pas ça, l'année passée, il y a eu plus de 80 mètres cubes d'eau ici. Et l'eau est même rentrée dans les magasins ici. Et si les boutiques sont renflouées de marchandises, si les travaux-là ne sont pas faits, si l'eau rentre, ça aussi c'est un autre problème. Bâti sur une superficie de 54 000 m², le marché moderne de Dabondi compte 500 magasins, 3 unités commerciales avec des étalages pour des femmes. Le site abritera également des bureaux, une mosquée et plusieurs autres services connexes. Dans la savane à Sigiri, les habitants de Kintinya et les autorités de la SAG ont trouvé une zone de 35 hectares pour le recasement de la population de Damani-Tintin. Plus de 150 logements seront construits en faveur des populations. Les travaux démarreront bientôt. Aboubakar Sidiki Kamara. À Damani-Tintin, l'inventaire des concessions a eu lieu. Le nombre de terrains vides et de concessions inventoriées, le lieu de délocalisation est fait. Pour moi, nous avons été recensés correctement sans aucune contrainte. Le nombre de maisons, le nombre de personnes vivant dans ta concession, tout est pris en compte. Pour moi, il y a de l'espoir. Les levées topographiques ont été réalisées conjointement avec les topographes de Sigini et ceux de la salle. La zone déjà délimitée, le projet est à la finalisation. Il y a des gens qui ont investi, qui ont fait des bâtiments en dur. On est en train de voir comment leur ramener à leur maison. On va essayer de reconstituer ça exactement. Il faudrait qu'ils soient dans une situation meilleure à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Une dizaine d'entreprises sera déployée pour la construction de bâtiments. Les travaux sont à la phase prospective. Tout sera fait dans un intervalle de 2 à 3 semaines afin que les travaux démarrent. Ça va être d'un bénéfice certain du moment que le cadre de vie va être amélioré, je l'espère, avec les voies qui vont s'ouvrir. Pour le moment, un recensement systématique de chaque bâtiment et la taille de chaque famille est relevée pour une compensation adéquate des citoyens qui seront déplacés de Kintinya Damani Tinti Ariar 1 ou zone 1 pour Kintinya 2. À Conakry, le ministre d'État chargé des Transports a entamé ce mercredi une tournée de prise de contact dans les services relevant de son département. Première étape de cette tournée, la Direction nationale des transports terrestres. Le point avec Yaya Silla. Le ministre des Transports, Oye Guilavogui, est sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. Première étape, le cabinet et la Direction nationale des transports terrestres. Nous avons visité le cabinet lui-même, le bureau. Nous avons fait un certain nombre de constats. Les bureaux sont sous-équipés, c'est vrai. Et le personnel étouffé complètement. Et ensuite, on s'est rendu à la Direction nationale du transport terrestre, qui est installée dans ce nouveau bâtiment que vous voyez. Et j'avoue, ce qui est impressionnant, il y a de l'espace. Moins de personnes, équipées plus ou moins. La propreté est acceptable. Et d'ailleurs, le constat, c'est de délocaliser certains services du cabinet au niveau de ce bâtiment-là, parce qu'il y a de l'espace.
En s'appuyant sur la Direction nationale des transports terrestres, le ministre Oye Guilavogui compte bâtir sa stratégie de réforme du secteur des transports. Le transport terrestre, aujourd'hui, c'est un besoin essentiel qui touche directement la population. Le besoin se fait ressentir. Tout le monde a besoin de ça. Normalement, s'il est bien organisé, bien équipé, même nous, les hommes de bureau, on peut se passer d'une voiture de service pour venir en bus, par exemple, comme ça se passe ailleurs. Il faut qu'on arrive à ça. Donc c'est un gros chantier qu'on ouvre aujourd'hui. Et je prie Dieu qu'il nous donne la force nécessaire pour arriver à relever ce défi. Principal défi à relever, faciliter la mobilité des populations tout en prenant des dispositions pour sécuriser les permis de conduire et les cartes grises par la relance de la biométrie. Un projet qui est en veilleuse depuis 2009. Et puis, au même moment, le ministre de la Communication, Rachid Ndiaye, est également tourné dans les différents services relevant de son département. Après RTG Coloma, Rachid Ndiaye a visité ce mercredi même RTG Boulguiné et le journal Auréa. Nous y reviendrons. Le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée au milieu des entretiens, le renforcement de la coopération entre les deux parlements. Le résumé de cette audience avec Abdoulaye Diallo. C'est la deuxième fois que l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée rencontre les élus du peuple. Cette fois-ci, les discussions portent sur le renforcement de la coopération parlementaire entre Conakry et Berlin. Une coopération qui s'est traduite par la formation des cadres du Parlement guinéen. Avec cette initiative de la représentation diplomatique de l'Allemagne, les perspectives s'annoncent bonnes. J'aimerais bien de voir plus des activités pour renforcer les ressources, les capacités du Parlement ici par des mesures prises en Allemagne, par échange de bourses ou des formations spécifiques. Mais en plus, bien sûr, j'aimerais bien discuter avec les parlementaires de la Guinée sur dans quel domaine l'Allemagne doit agir, intensifier la coopération. Autre sujet discuté, la migration. Pour Veltin Mathias, c'est une préoccupation majeure pour les pays occidentaux, notamment l'Allemagne. C'est pourquoi elle doit être débattue par les élus du peuple afin qu'elle ne soit pas clandestine, précise l'autre démarque de l'honorable Claude Korikondiano. Et puis, en application des dispositions des articles 19 alinéa 1 et 138 alinéa 1 de la loi organique L 2013-0046 CNT du 18 janvier 2013 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres, M. Mohamed Yaré et Grossi So, nommés par le décret D 2016-009 PRG SGG du 9 janvier 2016, respectivement premier président de la Cour des comptes et commissaire général du gouvernement près la dite Cour, prêteront serment devant la Cour suprême le vendredi 15 janvier 2016 à partir de 11 h. Les préparatifs du pèlerinage 2016, la question a dominé la rencontre entre l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et le secrétaire général des affaires religieuses. Nabi Zakaria Bangoura, notre reporter, a tendu son micro au diplomate saoudien à Conakry. Écoutez-le. On va discuter des choses et d'autres concernant surtout les affaires islamiques qui est un lien très important entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Guinée. Donc nous avons discuté sérieusement des problèmes qui préoccupent nos deux pays. C'est sûr et certain que la Guinée participera au pèlerinage de cette année. D'ailleurs, nous avons commencé déjà à installer une cellule consulaire au niveau de l'ambassade pour essayer de faciliter les démarches, non seulement pour le pèlerinage, mais pour aussi les Guinéens qui désirent se rendre en Arabie Saoudite pour des visites simples ou de Umrah. Et puis, la localité de Samaya, préfecture de Kindia, vient de bénéficier d'un poste de santé. Les travaux ont été financés par Nouvelle Planète Suisse, une ONG d'entraide qui appuie les actions socio-communautaires. Douleur
et consternation, la journaliste Mariama Kouta Diallo a regagné sa dernière demeure ce mercredi à Conakry, au cimetière de Matoto, âgée de 36 ans. Notre consoeur du journal Parler de Radio Guinée est décédée le vendredi dernier dans une clinique privée à Bambeto. Ce matin, parents, amis et collaborateurs ont rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. C'était en présence du ministre de la Communication. Film de la cérémonie, Abdul Aziz Baldé, Mama Aïssata Kamara. Regardez. Remercions sincèrement le ministère de la Communication à travers la direction générale du centre de perfectionnement, du centre de formation et de perfectionnement en technique de communication pour cette belle initiative pour la bonne marche du métier dans notre pays. Mariam Kouta Diallo, l'une des plus belles voix de la radio nationale, est décédée vendredi dernier après une intervention chirurgicale dans une clinique privée de Conakry. 5 jours après sa disparition, sa famille média ne revient toujours pas. Choc dur pour moi, parce que c'est mon fruit. J'ai participé à la formation de ce fruit-là. Et que ce fruit-là, à fleur de l'âge, disparaisse, c'est Dieu, on se remet à Dieu. Dieu est grand, donc c'est Dieu qui nous avait donné, Dieu a retiré, on ne peut que remettre à lui, à sa grâce. Moi j'ai connu Kouta à Horoya, au quotidien national, pendant plus de 7 ans. Et je la voyais sur le terrain, toujours déterminée à voir les informations, à récupérer les informations, très respectueuse. C'est une perte pour la RTG, c'est une perte pour les auditeurs de la radiodiffusion-télévision guinéenne. Le moment est pathétique. De la levée du corps à l'hôpital Ignace Dine, en passant par la mosquée de Matoto jusqu'au cimetière, un dernier et vibrant hommage a été rendu à Kouta. La nouvelle a surpris plus d'un. C'est vrai que tout le monde s'attend à la mort, hein. On s'attend tous à la mort, mais la manière et le lieu, c'est ce qui a surpris tout le monde. Donc depuis, on a du mal à nous remettre. Il y a des médecins qui deviennent maintenant des assassins. Vraiment. Les mots manquent réellement. Sincèrement. C'est tout. Mariam Kouta Diallo s'est illustrée par son professionnalisme de haut niveau et sa passion pour la chose bien faite. Du sport à la présentation des grandes éditions d'information, en passant par des réalisations des directs à l'occasion des grandes cérémonies nationales, Kouta a forcé l'admiration des millions d'auditeurs de Radio Guinée. Kouta repose en paix. Âgée de 36 ans, Mariam Kouta Diallo était considérée comme l'une des plus brillantes présentatrices des grandes éditions de Radio Guinée. Aujourd'hui, elle s'en va après avoir servi la RTG pendant 8 ans. Kouta laisse derrière elle une grande famille de journalistes meurtris. Grande présentatrice du journal Parler, Mariama Kouta Diallo, grande voix, avec un excellent timbre vocal, dort en paix. Notre consoeur est décédée, vous le savez certainement, dans une clinique privée, dans des conditions difficiles. Ce qui relance le débat sur la floraison des cliniques en Guinée, l'anarchie dans la profession de médecine, la non-réglementation de la pratique médicale pose problème et les populations payent les frais. Ansman Toumani Kamara, sur ce dossier. Nabi Daouda Kamara, professeur titulaire de chirurgie générale. Avec 40 ans de pratique chirurgicale en Guinée, ce professeur agrégé du Centre africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES dénonce l'absence de loi régissant la pratique de la profession de médecin en Guinée. Je suis en Guinée depuis 1974. Depuis ce moment jusqu'à la minute où je parle, je n'ai jamais vu un texte qui légifère sur la pratique médicale en Guinée. Les conséquences, c'est la pratique anarchique de la médecine. Tout le monde peut faire sa médecine où il veut, comment il veut et quand il veut. Parce qu'il n'y a pas de législation. S'il y avait des textes, vous auriez compris que déjà, on aurait planifié la formation même du personnel médical. On aurait fait selon les besoins, produire ce qu'on peut consommer, produire ce qu'on peut contrôler et produire pour les secteurs qui en ont besoin. Mais il y a ce grand vide, à la fois juridique et académique, en ce qui concerne la médecine, la santé en Guinée.
De l'autre côté, l'Ordre national des médecins parle de 3 exigences à tout demandeur d'ouvrir une clinique. Il y a 3 conditions pour exercer la médecine en Guinée. La première condition, c'est la condition de technicité. Un charlatan ne doit pas exercer la médecine en Guinée. Ne doit exercer la médecine en Guinée qu'un titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est la condition de nationalité. Dans notre pays, ne doit exercer la médecine qu'un Guinéen. Mais attention, il y a une dérogation à cette deuxième condition. La dérogation élargit cet exercice aux ressortissants de la CEDEAO, aux pays qui ont des conventions de collaboration ou de partenariat avec la Guinée. La troisième et dernière condition, c'est la condition de moralité. On vérifie la moralité de ces médecins à l'occasion de leur inscription à l'ordre des médecins. Mais malheureusement, la plupart de ces jeunes médecins qui exercent aujourd'hui le font de façon illégale parce qu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre des médecins. C'est dommage. Quand vous ne dites pas à quelqu'un ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, c'est-à-dire ce qu'il doit et ne doit pas, c'est la liberté d'action, mais sauvage, en pratique. Et je sais que si on ne contrôle pas très bien le personnel médical, si on ne l'encadre pas, si on ne le produit pas pour l'envoyer où il faut, eh bien il va faire sa médecine. La prolifération anarchique des cliniques privées et illégales à travers le pays serait l'une des conséquences de ce vide juridique. Et les conséquences sont énormes pour les populations. On en a régulièrement, on répare beaucoup de dégâts. Beaucoup même. Il y en a beaucoup, ça c'est tout le temps. Mais beaucoup des appendicectomies mal faites dans le quartier, des cures de hernie mal faites, même ou des césariennes parfois mal faites, pour ne citer que ces cas. Mais il y a beaucoup de complications. Nous recevons ça régulièrement. Et même au moment où je parle, je suis sûr, si on fait le tour du service, on verra au moins 2 cas. Pendant ce temps, les populations sont exposées à tous les risques liés à se laisser aller dans la pratique de la profession de médecin en Guinée. C'est dommage. Toumani, merci pour ce reportage. C'est un dossier à suivre. Et puis, à l'occasion du décès et de l'organisation des funérailles ce jeudi 14 janvier, demain donc, au Palais du Peuple, de M. Georges Gandhi Faragé Tunkara, fondateur de l'Université Mercure International et ancien président de la Chambre représentative de l'enseignement supérieur privé en Guinée. L'ensemble des fondateurs des établissements privés d'enseignement supérieur informent à cet effet tous les enseignants-chercheurs, les personnels d'encadrement et d'appui scientifique et technique, ainsi que tous les étudiants de l'arrêt des cours dans tous les établissements privés d'enseignement supérieur afin d'observer une journée de deuil. En conséquence, il les invite à se rendre massivement aux cérémonies des obsèques organisées au Palais du Peuple le jeudi 14 janvier 2016 à partir de 9h. Paix donc à l'âme de Gandhi Faragé Tunkara. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain.